Bonsoir, nous sommes le 21 juillet, il est presque 22 h. Dernière capsule avant le break prévu pour le mois d'août. Nous reprenons évidemment à la rentrée en septembre. Et notre promenade est tardive, mais elle a été retardée par une drache qu'en Belgique nous appelons la drache nationale. Bon alors, les Français ne savent pas ce que c'est qu'une drache, mais voilà, allez voir. Et la drache nationale, c'est cette flotte qui nous tombe toujours dessus en Belgique le 21 juillet parce que c'est le jour de la fête nationale. Ah oui, je ne suis pas en Belgique, je suis au Luxembourg. Oui, mais enfin, je vous rassure, la Belgique n'est pas très loin et je suppose que s'il a plu ici, il a plu là-bas. Alors, regardez qui est là. C'est un palou. C'est un palou. Et alors, je ne sais pas où le... Oh, c'est bien parti. Et voilà, on est parti dans le... Voilà. Bon, bah, écoutez, on est toujours vivant. Je ne suis pas très doué de la main gauche. Pas du tout même. Et voilà Goliath que je viens vite de rhabiller en mode hivernal parce que il est tombé un froid humide assez abominable. Et donc, il a vite fallu le rééquiper. Il avait un petit truc très léger de chaleur. Vous voyez les petites vestes fluo là, à mailles. Mais bon, on avait tous eu froid. Bon, bah, ça se réchauffe déjà un peu, mais pendant l'averse, il y a eu un coup de froid atroce. Bon voilà, bah écoutez, Oxo et aux abonnés absents, il pourrait apparaître à tout moment, nous verrons. Et on va faire la promenade, on va voir où Goliath veut aller. Peut-être aller un peu enquiquiner la voisine la plus haut, ce ne serait pas une mauvaise idée. Le dimanche soir, surtout, elle va apprécier. Et c'est quand même en face de chez elle que le palou a longtemps habité. Regardez comme ils jouent ensemble. Hein. Regardez, voilà. Les deux font la paire, ils sont tout le temps collés l'un à l'autre et ça ne fait que s'accentuer. Bon, alors, cas clinique. Je finis sur un dernier cas clinique. J'en ai un peu marre de faire du scientifique parce que quand je viens avec des études, on me dit « Ah oui, mais vos études ne sont pas de bonne qualité. » Par contre, celles que nous utilisons, particulièrement les sectogènes, hein, les notes sont bonnes, les vôtres ne le sont pas. Bon, de toute façon... Oh ben Goliath fait pipi, en plein milieu de la route. Et de toute façon, les conclusions qu'ils en tirent vont toujours toutes dans le même sens. Tout ce qui est végétal, c'est du poison. Tout ce qui est animal, c'est parfait. Toutes les vérités sont complètement mélangées. J'ai appris que l'acide arachidonique, maintenant, était anti-inflammatoire. Voilà. Non, c'est vrai que dans tous les dérivés de l'acide arachidonique, il y a des composés intéressants. De toute façon, l'inflammation participe à la réparation des tissus, à la défense contre les infections, à plein de trucs très importants. Mais de là à dire que l'acide arachidonique est autant anti-inflammatoire que pro-inflammatoire, évidemment, c'est une fois de plus travestir la vérité scientifique, toujours dans le même sens, c'est que la diète cétogène, comme UG le dit, est la seule diète qui s'impose à toute l'humanité. Tout le monde doit manger la même chose, c'est du cétogène, en cétose continue, 24 heures sur 24, à vie. Bon, enfin, ne polémiquons pas trop, il y a des... tout le monde apporte quand même des nuances utiles que je ne rejette pas, mais mon problème, c'est quand même que le message est toujours à sens unique, va dans le sens, toujours le même, de cette diète cétogène qui devrait s'imposer à tout l'univers. Rejet total de l'histoire de l'ApoE4 qui mettent là aussi exactement à l'envers
Donc les graisses saturées sont bonnes pour les ApoE4, alors qu'elles ne le sont pas. C'est assez déprimant. Et donc je vous fais un cas clinique qui sort de tout ce bazar, hein. Et on va laisser les vacances passer, un peu apaiser les polémiques, et espérons que la rentrée sera plus calme. Donc le cas clinique que je vous présente aujourd'hui est tout à fait emblématique de la médecine fonctionnelle, parce que il représente très précisément un projet que j'ai eu il y a probablement une dizaine d'années, de vous faire, non, pas vraiment vous, parce que c'était un livre en anglais. J'ai voulu écrire un livre, mais à l'époque j'étais à Londres, donc je voulais le faire d'office en anglais, d'entrée de jeu en anglais. Et c'était un livre... Goliath, on va par là, non? Tu veux pas voir la voisine? Allez, si. C'était le projet en anglais, je vous donne le titre que j'avais prévu en anglais, c'était Mucosal Medicine. La médecine des muqueuses. Voilà, un titre à 2 mots. Bon, alors, finalement, j'ai commencé à avoir tellement de travail sur Londres que c'était même plus envisageable. Je n'avais pas là de co-auteur ou co-autrice, comme j'ai eu la chance d'avoir ici pour mon nouveau livre sur l'alimentation selon les génotypes. Donc le titre, c'est « Je mange selon mes génotypes ». Et donc, ça ne s'est pas fait. Mais voilà aujourd'hui l'occasion de vous présenter un cas clinique qui illustre parfaitement cette situation. Parce que c'est une patiente de 56 ans qui vient essentiellement... Bon, il y a d'autres plaintes, mais sa grande plainte... Alors, visiblement, Goliath. Attends. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il attend. Une nouvelle petite règle. Alors, regardez, elle était au toilettage. Une petite règle qu'on s'est faite ces derniers jours dans les promenades, c'est que nous allons ensemble, bras dessus, bras dessous, vers le bas de la rue. Et là, il flairote d'autres trucs et puis il revient, trottinant, bien à son aise, jusqu'au-dessus. Donc, on va le faire parce que c'est notre nouveau petit jeu, et nous serons évidemment accompagnés de l'incontournable Palou. Donc, 56 ans, plainte principale, sinusite aiguë à répétition. Je crois qu'on en est maintenant au 6e épisode, et bon, tous les premiers épisodes ont été traités agressivement avec antibiotiques et corticoïdes. Je crois que les 2 derniers, un nouvel ORL n'est pas un obsédé des antibiotiques puissants, mais bon, devant des sinusites très très invalidantes, très congestionnantes, bon, il est quand même amené à donner des stéroïdes oraux, hein, pas très puissant, mais bon, quand même, hein, ça reste des stéroïdes. Bon, ce qui n'arrange rien à la situation, mais c'est une indication et je comprends et je ne peux pas désapprouver son traitement aigu. Ce que je dois faire, moi, c'est ce qu'on me demande en tout cas, c'est un traitement de terrain, une prise en charge fonctionnelle parallèle au traitement ORL. Elle vient de subir un scanner des sinus. Il y a des sinus obturés que l'ORL ne veut pas opérer, donc désobturer mécaniquement avec une intervention chirurgicale. Il espère que tout ça va finir par s'améliorer. Mais je crois que la médecine fonctionnelle y contribuera. Sinon, ben, c'est un peu un vœu pieux. Alors, quelle est la situation de cette patiente qui sait qu'on va parler d'elle et qui s'appelle enfin, hein, Anouk, ok? Donc, on va parler d'Anouk, 56 ans. J'ai fait tout son bilan. Bon, pour des cas aussi lourds, aussi difficiles à gérer,
par les spécialistes. Hein. J'ai eu le feu vert pour faire beaucoup d'analyses. Ce que j'ai fait est un bilan assez complet à faire monter un tas d'éléments tout à fait fascinants. Alors, dans quel ordre est-ce que je vous présente ça? Il y a plein d'éléments dans sa biologie qui favorisent ces sinusites. Et donc, la base du raisonnement, c'est bien de dire que cette inflammation et ces infections des sinus correspondent directement à des problèmes de la muqueuse maîtresse, qui évidemment est la muqueuse intestinale. Et d'ailleurs, je pense vous l'avoir déjà dit dans certaines vidéos, soyons bien clairs, il n'y a aucune discontinuité entre la muqueuse intestinale et la muqueuse sinusale. On peut remonter du rectum jusqu'au sinus sans réel obstacle. Il y a une zone un peu délicate chaque fois qu'il y a une valve. Hein. Et puis quand on arrive au carrefour, là où on peut aussi partir vers la trachée, vers les poumons, on continue à remonter et on finit par arriver dans les sinus. Mais tout ça est une muqueuse unique. Donc, comment voulez-vous améliorer, soigner, guérir une muqueuse sinusale à feu et à sang? C'est l'expression que j'utilise pour elle, avec elle. On l'a répété plusieurs fois. Bon, elle correspond, je crois, à la réalité. Si on n'apaise pas la muqueuse intestinale. Alors, commençons par le commencement. Cette muqueuse intestinale est mal protégée. C'est une patiente qui a peu d'immunoglobuline A. Vous devez toujours tester, dans ces cas de problème de muqueuse, les immunoglobulines A. Parce que quand il y en a peu, les muqueuses sont fragilisées. Voilà. Et c'est son cas. Alors, je suis pris à mon propre piège. J'aurais dû, d'entrée de jeu, vérifier qu'elle a bien la fonction sécrétrice de la fucosyltransférase 2, donc du FUT2. Mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Parce que, bon, j'ai déjà fait tellement d'analyses, j'ai pas osé, mais quand je vois qu'elle n'a pas d'immunoglobuline A, bon, bref, c'est prévu pour dans 4 mois, pas de panique, et nous verrons. Bon, en attendant, il y a tellement de pistes, j'ai tellement trouvé de bonnes causes que, à vrai dire, ça m'étonnerait qu'il y ait encore celle-là en plus des autres, mais on ne peut pas l'exclure, donc on testera. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait le FUT2? Parce que j'ai fait les 4 génotypes, qui sont d'ailleurs les 4 génotypes emblématiques de mon livre Je mange selon mes génotypes. Ce sont ceux avec lesquels je travaille dans le livre. Je mentionne le FUT2, mais le FUT2 n'influence pas ce que vous mangez, il influence les problèmes digestifs, ça oui. Et donc les 4 génotypes liés à l'alimentation très directement, il y en a certainement d'autres, mais bon voilà, il faut quand même bien qu'on avance. Bon, j'en ai 4, j'avance avec les 4. C'est bien entendu l'ApoE qui reste fondamentale. C'est l'amylase salivaire, donc AMY1A, qui est tout aussi fondamentale. Le DIO2, parce qu'on ne peut pas passer à côté d'un DIO2 homozygote ancestral, gens chez lesquels il faut absolument augmenter les graisses pour les aider de manière spectaculaire sur le plan thyroïdien. Et Dieu sait si la gestion de la fonction thyroïdienne est fondamentale pour tout le monde. Bon, ce n'est que 13% des patients, mais il ne faut pas les louper, ces 13%-là. Et bien entendu, j'ai inclus là-dedans systématiquement la détection de l'intolérance au lactose. C'est quelque chose que la patiente n'a jamais vraiment envisagé, les caucasiennes. Donc, je pense qu'elle ne s'attendait pas à être intolérante au lactose, mais elle l'est. Donc, elle a hérité de ses 2 parents la copie qui ne maintient pas la production de lactase au cours de la vie adulte. Alors,
vous verrez dans le livre, ce qu'on teste, c'est le MCM6, qui est un gène qui impacte le gène LCT. Okay, donc de plus en plus, vous verrez que j'utilise MCM6 au lieu d'LCT. Le résultat est le même, hein, c'est une question de présentation. Et cet aspect-là sera expliqué dans le livre aussi. Bon, donc, elle est intolérante au lactose. Et nous revoilà avec un deuxième gros problème. C'est quelqu'un qui mange quand même assez bien de glucides, pas énormément, mais elle en mange. Bon, raisonnablement, et donc par rapport à certains, c'est bien, mais par rapport probablement à ce que l'ensemble de la population devrait faire avec, sous réserve de différences évidemment individuelles. Tout est dans la personnalisation, mais on peut quand même ici vous expliquer des choses générales. Il est un fait qu'elle mangeait quand même des glucides, en tout cas trop, pour quelqu'un qui a peu d'amylase salivaire. Donc elle est un génotype loup avec à peine quelques copies de l'amylase salivaire, ce qui est problématique avec la quantité de glucides qu'elle mangeait. Et donc là, on est vraiment dans l'illustration de ce que je vous ai présenté dans une des précédentes vidéos, c'est-à-dire que le lactose qu'elle mange, elle n'en mange pas énormément, mais elle en mange. Les glucides, les amidons qu'elle mange, elle n'en mange pas énormément, mais elle en mange trop par rapport à sa situation. Eh bien, tous ces surplus vont nourrir une dysbiose intestinale qui est là. Dysbiose intestinale, dysbiose sinusale, inflammation de la muqueuse intestinale, inflammation de la muqueuse sinusale. Si on ne joue pas sur ces aspects nutritionnels, on ne va pas y arriver. Okay. Ces autres génotypes, c'est ApoE3, donc le truc banal, qui nous pousse aussi vers davantage de graisse et moins de glucides. Et puis le dernier, c'est un DIO2 homozygote moderne, donc ça ne vient pas trop jouer dans l'équation. Donc voilà, sur les 4 génotypes alimentaires, 3 sont très intéressants. L'ApoE3 qui nous confirme quand même qu'il faut suffisamment de graisse. Et puis 2 gros crashs, c'est intolérance au lactose et intolérance relative aux amidons. Okay, donc ça, c'est un deuxième très gros point qui explique un terrain très défavorable pour ces sinusites. Okay, bon, on n'est pas au bout de nos peines. Je regarde le temps, mais ça va. Il faut quand même que je m'y mette. Je ne vais pas trop vous montrer le palou qui se promène évidemment un peu partout sur les petits murets. Le Goliath qui renifle tout le bazar, qui fait pipi partout. Donc, j'enchaîne avec un 3e point, c'est le gluten. Alors, elle a un mari qui est anti-gluten, donc moi, je croyais naïvement qu'elle n'en aurait pas mangé, parce que je soigne le mari aussi, mais qui a une maladie auto-immune sévère, donc lui, bon, il est évident qu'il n'était déjà pas sous gluten quand il est venu me voir la première fois, mais elle en mange. Alors elle me dit, oui, mais c'est pas énorme. Ben oui, c'est pas énorme, mais elle a 3 flags orange à rouge, allez, disons orange, auto-immuns. Elle a des anticorps antinucléaires, un peu, mais elle en a. Elle a les anticorps antithyroïdiens, donc antithyroperoxydase, un peu, mais elle en a. Et elle a des anticorps anti-GAD, donc glutamique acide décarboxylase, un peu, mais elle en a. Elle a 3 alertes auto-immunes. Et comme elle n'a pas beaucoup d'immunoglobuline A, les marqueurs classiques d'intolérance au gluten, disons plutôt, parce qu'intolérance au gluten, c'est pas très bien choisi comme terminologie, qui plutôt des marqueurs d'hypersensibilité au gluten, les marqueurs de la non-celiac gluten sensitivity, NCGS, sont tous à base d'immunoglobuline A. Donc, catastrophe, on n'est pas vraiment en mesure d'évaluer sa sensibilité au gluten.
Mais avec 3 petites alertes auto-immunes, on va virer évidemment le gluten. Alors, je lui ai expliqué que si on s'était rencontré dans un aéroport parce que l'avion aurait eu beaucoup de retard, voilà, il y a 3 jours, 4 jours, il y a eu ce crash informatique. Bon, ben voilà, imaginons, je lui ai dit, tiens, hein, si on était en train de s'embarquer dans un avion et qu'on a 3 heures à tuer et vous vous rendez compte que je suis médecin et avec votre problème de sinusite aiguë à répétition, vous venez un peu me demander un conseil, ben je vous aurais dit, vous arrêtez le gluten. C'est tout ce que j'aurais pu dire. Je vous aurais dit, vous arrêtez le gluten. Rien que pour soulager ces sinus, par principe. Mais oui, mais là, vous, en France, vous avez du mal à arrêter le gluten. Mais c'est quoi le problème? Alors, je dis pas qu'il faut nécessairement l'arrêter en 24 heures, hein. Il faut éliminer petit à petit toutes les sources de gluten. Et vous mettez 1 mois, vous mettez 2 mois, vous mettez 3 mois, et puis vous y arrivez. Ça n'a quand même rien de sorcier. Enfin bref. Donc, elle était prête, évidemment, puisque chez elle, il n'y a déjà pas trop, le gluten n'est pas trop bienvenu. Donc, le mari était content, bien entendu. Donc voilà, il y a des touches auto-immunes qui signent une souffrance muqueuse. On est bien d'accord, ça veut dire que sa muqueuse est perméable. Sa muqueuse intestinale, mais bon, toutes les muqueuses seront forcément enflammées si la muqueuse intestinale est perméable et donc forcément enflammée. Avec les déficits, hein, il y a plein de déficits derrière. Hein. Je ne dis pas qu'elle avait un record de déficit comme dans mon cas clinique de la vidéo précédente, mais elle avait des déficits qui n'arrangent rien pour retaper ses muqueuses. Disons que ce n'était pas spectaculaire, ça ne méritait pas le point spécifique que je vous ai fait la semaine dernière sur les déficits et la malabsorption. Mais bien entendu, il y a des déficits qu'il faut corriger pour qu'elle ait, si j'ose dire, toutes ses plumes pour voler. Hein, bon. Ça, c'est pas vintage, mais bon, je crois pas que c'est... Où est-ce qu'il est passé, mon chien? Ah, voilà. J'ai un chien ici. Allez, Goliath, avance. Donc, on n'entend pas ces petits colliers avec ce manteau un peu trop grand. Et alors, je n'entends pas ces petites clochettes. Donc, ça fait 3. Alors, le meilleur est à venir. Je l'ai gardé pour la fin. On a 5 minutes pour couvrir ça. Et là, tout son système muqueux desséché, à feu et à sang, parce que c'est une femme de 56 ans, ménopausée forcément, qui ne supporte pas du tout les traitements classiques bioidentiques par voie transdermique, etc. Donc, le THS moderne et peu agressif, mais qu'on lui a donné évidemment, certainement, de manière standardisée, qui ne lui convient pas, elle réagit. Et je pense que ce que j'ai trouvé qui est totalement abominable, c'est 2 hormones sexuelles, donc œstradiol et progestérone, toutes 2 indosables, indétectables. Pas d'œstradiol, pas de progestérone. Alors, une femme de 56 ans qui ne prend pas de THS aura des taux bas, mais indétectables, les 2, c'est rare. Hein, parce que j'utilise évidemment un labo fonctionnel qui fait des dosages d'hormones sexuelles très précis, très fins, et qui va chercher des valeurs très basses. Mais ici, on ne sait pas inventer des valeurs très basses s'il n'y a pas. Il n'y a pas. Et évidemment, les précurseurs surrénaliens, eh bien, il n'y a pas non plus. Donc, elle a les surrénales complètement raplapla. C'est une femme qui a eu des activités professionnelles très stressantes dans le passé. Je pense que ça a dû jouer un rôle. Elle n'a jamais eu vraiment de burn-out, mais elle y allait. Hein. C'était une vie professionnelle trépidante. Et puis alors, évidemment, maintenant, avec toutes ces infections sinusales, c'est chaque fois des stéroïdes qui bloquent sa fonction surrénalienne. Il n'en reste rien. Et pour une femme de son âge, s'il n'y a pas d'hormones, de pro-hormones surrénaliennes, donc on parle toujours des mêmes, la prégnénolone, la DHEA, s'il n'y en a pas, eh bien, on ne fait pas, ou peu, ou guère, et dans son cas, on ne fait pas du tout d'hormones sexuelles, œstradiol, niet, progestérone, niet. Ça dessèche tout, hein, c'est extrêmement... Je mets sous la lampe parce qu'il fait nuit là maintenant. Ben oui, avec cette flotte. Donc, pas d'hormones sexuelles, muqueuse desséchée. Alors, elle a un traitement au niveau vaginal, parce que sinon, ce serait évidemment très pénible. Elle a
un vagin très sec, et donc là, il y a un traitement local, mais qui évidemment ne change rien au niveau général, et les valeurs sanguines, comme je vous l'ai dit, sont ravagées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces muqueuses, et c'est là qu'on a utilisé la terminologie, sont à feu et à sang. Donc, sans hormones sexuelles, qui doivent être évidemment présentes dans un rapport qui favorise toujours la progestérone par rapport à l'œstradiol. Hein, je vous renvoie à mes vidéos sur la préménopause, la prévention du cancer du sein, etc. Il y a 3 vidéos là qui sont très importantes sur ces thèmes-là. Je pense qu'il faudrait que ceux et celles qui sont intéressés par ce sujet aillent voir ou revoir. Mais toujours est-il que, en l'absence de ces hormones, il y a une sécheresse, une inflammation, un manque de lubrification qui ne va jamais permettre de retaper ses sinus. Alors, évidemment, elle a bien peur d'hormones sexuelles, même bioidentiques, peu dosées par voie transdermique, etc., parce qu'elle a très mal réagi. Elle ne veut même pas en entendre parler, mais je lui ai bien expliqué tout. Elle est ouverte à la prise progressive et prudente de pregnénolone et de DHEA. Je n'ai pas donné d'emblée les doses qui mathématiquement me semblent nécessaires. On va augmenter progressivement, on va y aller mollo, surtout qu'il faut la rassurer que ça ne va pas lui faire les mêmes effets secondaires que le THS brutal et plein pot, hein, full speed qu'on lui a proposé, parce que c'est toujours ça, vous voyez, la gynécologie binaire, c'est oui, vous avez des plaintes de type ménopause, on vous donne un THS. Bouf, c'est protocole standardisé, on ne fait pas de dosage préalable, c'est le même protocole pour tout le monde. Si la personne réagit mal, on aurait peut-être pu faire quelque chose de beaucoup plus light, ça n'a pas été proposé, bref, cata. Et sa situation surrénalienne est incompatible avec une guérison de ses problèmes, et sa situation des hormones sexuelles est tout aussi incompatible. Alors voilà, heureusement que ça se termine, parce que sinon, finalement, ça va être un peu fantomatique. Je ne vous remonte pas Goliath. Je pense qu'on a fait le tour. Médecine des muqueuses, protection, immunoglobuline, allez voir le fucose dans un second temps, enlever le gluten, respecter les génotypes, pas trop de lactose, pas trop d'amidon, et remettre tout ce système endocrinien à flot. Sa fonction thyroïdienne n'était pas mal, donc il y a quand même des choses qui fonctionnent, mais elle a quand même 4 gros critères pour souffrir au niveau des muqueuses, et je suis totalement persuadé qu'elle va très bien évoluer en corrigeant les 4 en parallèle. Toujours corriger tout en même temps. Si vous vous focalisez sur un et vous oubliez les autres, vous risquez de passer à côté de la montre en or, hein. Et ce serait dommage, c'est pas ce que fait la médecine fonctionnelle. La médecine fonctionnelle, c'est un puzzle des différents problèmes qu'on identifie à un et qu'on traite tous en même temps. Ok ? Bon, écoutez, une dernière petite vue de Goliath qui se demande un peu ce qui se passe. On va tout doucement rentrer, je vais le mettre en laisse, et je vous souhaite un bon été, et je vous donne rendez-vous à la rentrée. Il fallait que je finisse sur un lapsus. Hein. À la rentrée, c'est que je ne veux pas rentrer en septembre peut-être. Hein. Bon, alors est-ce qu'il y aura encore des vidéos en septembre? Bon, nous verrons. Peut-être, probablement. Ok? Allez. Et ici c'est facile, je ne porte pas le chien, donc je vais pousser sur le bouton très facilement. Salut!